Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité, ce soir, la démocratie au Sénégal passée au peigne fin en ce 15 septembre, jour qui marque la célébration dans le monde de la démocratie. Le Sénégal est-il un bon élève en matière de démocratie, surtout en cette période préélectorale? On donne la parole aux citoyens pour diagnostiquer l'état de la démocratie au Sénégal. Nous ferons le point dans ce journal avec Fatimata Bintouba. Dans cette édition, Aïssatou Kane sera à Yoff d'Agoudan à la rencontre des jumelles de Kumbanyang, Adama et Awa, des siamoises séparées par le professeur Mamadou Ndoye. C'était en 2003, une première dans l'histoire de la médecine sénégalaise. 20 ans après, Aïssatou nous replonge dans cette histoire à suivre également dans cette édition. Lutte contre l'immigration irrégulière à Saint-Louis, des capitaines de pirogues formés et sensibilisés sur les dangers de ce phénomène. Une formation initiée par l'ANAM avec la collaboration de la Marine nationale. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce 15 septembre 2023 est célébrée la journée internationale de la démocratie, prétexte pour faire le point sur les manifestations au Sénégal, des rassemblements souvent interdits, des arrestations également sont notées. Le Sénégal est-il un bon élève en matière de démocratie? Affirmatif pour certains citoyens dans ce reportage signé Fatimata Bintouba. Waouh! Pour man Sénégal aduna bi yépp mo upp démocratie parce que amna jamm amna salam té sunu njitu réew mi ñu gis ni jappalé na askan bi yépp. Modou Faye vient de commander son sandwich du matin. Pour lui, il n'y a pas un pays plus démocrate que le Sénégal. Jaay doole amu fi jaay doole def fay jeex 21e siècle lañu nek amatul jaay doole. Ah oui, bien sûr, le pays est démocratique. Pour moi, le Sénégal est le pays le plus démocratique parce que le pays est stable. Nous sommes au 21e siècle, la liberté d'expression, chaque jour l'opposition attaque le président, mais il répond presque jamais. Le président Macky Sall est très tolérant. Il a préféré garder l'anonymat pour ne pas perdre son gagne-pain. Il estime qu'on se voit la face et que le pays est loin de connaître la démocratie depuis longtemps. Il n'y a plus de démocratie dans ce pays. Avec Abdou Diouf, c'était bien. Mais actuellement, vu la manière dont le pays est gouverné, c'est presque la loi du plus fort. Mamadou Lamine Bara déplore les séries d'arrestations qui vont pour lui à contre-courant de la démocratie. Je sens que la démocratie fait défaut. Disons que ce n'est pas trop ça. Parce que souvent, on voit beaucoup d'hommes politiques qui ont été arrêtés. C'est du fait qu'ils ne partagent pas les mêmes idées avec ce régime. Plus de 1101 détenus dits politiques, une tache noire qui entache la réputation de la démocratie du pays, longtemps louée à l'échelle nationale, selon des Sénégalais, un constat qui divise. Fatoumata Bintouba, la démocratie dans un contexte où les rassemblements sont souvent interdits. Ce 15 septembre est célébrée la journée internationale de la démocratie. Sur l'ancienne piste, les mécaniciens qui sont sur place ne comptent pas bouger d'un iota. Ces artisans ont réagi après avoir eu vent que certains promoteurs veulent vendre leur espace de travail. Mobilisés, ces mécaniciens demandent à l'État du Sénégal de faire de l'ancienne piste une cité de l'automobile. Reportage sur place signé Nyanya Djoufnia. 25 ans sur les lieux et plus de 2000 emplois créés par les mécaniciens installés à l'ancienne piste. Deux motifs brandis pour justifier le refus de quitter les lieux. Ils ont été décrépits à l'intérieur de la ville. Ils les ont amenés ici il y a de cela 25 ans en croyant que ici c'est un brousse. Alors aujourd'hui, ils ont rentabilisé ce lieu. Ils ont fait de ce lieu un lieu d'économie qui fait travailler plus de 2000 personnes. Ils sont des employés et des employeurs. Leur principal souhait, transformer le site en question en une cité de l'automobile. Il faut que l'État en question continue ses actions par rapport à l'ancienne piste.
Comment? Ils avaient donné ici des permis pour les mécaniciens. Aujourd'hui, les mécaniciens ont besoin de moderniser ce site en créant une cité de l'automobile. Et pour un Sénégal émergent, ils comptent s'appuyer sur leur secteur d'activité. On est prêt à faire ici des laboratoires. On est prêt à faire ici des centres de formation professionnelle, de perfectionnement. On est prêt à faire ici, dans notre plan, un centre de santé, des lieux de culte et des garages et des magasins qui assureront l'ensemble des entretiens et la réparation des véhicules du Sénégal. Et assurer l'emploi permanent des jeunes pour pouvoir donner notre part dans l'émergence de ce pays. Menacés de déguerpissement depuis un moment, les occupants de l'ancienne piste refusent de quitter les lieux même s'ils ne disposent pas de papiers réglementaires. Tous attendent un accompagnement de la part de l'État pour réaliser leur projet qui, selon eux, serait d'une grande utilité pour le Sénégal. Le Wolof s'est invité dans l'élément de Niania Dioufnia. Toutes nos excuses. Et puis sécurité en mer, lutte contre la migration irrégulière à Saint-Louis. Des capitaines de pirogues ont été formés et sensibilisés sur les dangers de l'immigration irrégulière. Une session de formation initiée par l'ANAM en partenariat avec la Marine nationale. Je vous propose ainsi respectivement les réactions de El Hadj Aboubakar Faye de l'ANAM et de capitaine Bamba Gueye, commandant à base navale Nord. Ils sont au micro de Momar Alisnia. C'est une formation, un renforcement de capacité. On a ciblé un certain nombre de capitaines qui sont déjà opérationnels, sur le terrain et qui exercent leurs activités au quotidien. Maintenant, l'accent est mis sur les aspects relatifs à la sécurité en mer, la survie et tout ce qui touche au sécurisme. C'est d'autres modules aussi qui sont dispensés sur tout ce qui touche à la mécanique préventive, les aspects liés à la météo, à la communication en mer, mais également deux aspects importants qui sont d'actualité, qui concernent un peu les phénomènes d'immigration clandestine et le développement des activités offshore, notamment du gaz à Saint-Louis. Maintenant, pour ce premier aspect-là, qui concerne un peu l'immigration clandestine, nous avons bien voulu être accompagnés par le capitaine de frégate Bamba Gueye, qui est le commandant de la base navale Nord, qui va dérouler une session autour de ces aspects-là qui concernent un peu ces acteurs de la pêche. Une telle formation donc, est tellement importante, non seulement pour eux, mais pour nous aussi. Donc pour eux, ça leur permet en fait de mieux se connaître, de mieux en fait avoir une surqualification. Ils ont déjà la formation de base, mais une surqualification qui les permettra d'aller en mer, de connaître en fait les zones de pêche, mais également de pratiquer leurs activités avec la plus grande sécurité possible. Voilà, donc, et pour nous, ça nous permet d'échanger avec eux, donc c'est juste des échanges, et voilà, pour partager de bonnes pratiques, pour qu'ensemble, qu'on puisse relever tous les défis de sécurité. Journée de reboisement à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, le centre des œuvres de l'UAM en partenariat avec le service des eaux et forêts de Rufisque a procédé le centre au lancement de la première journée. Objectif, mettre les étudiants dans de meilleures conditions d'études. Le point avec Babacar Sek. Pour offrir aux étudiants de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio un cadre de vie attrayant, le Centre régional des œuvres universitaires sociales de l'UAM a organisé une journée de reboisement dans l'espace universitaire. Dans le cadre de mieux prendre en charge l'environnement qui joue un rôle important dans la vie des gens. Déjà, il y a l'accompagnement, nos partenaires, le service national des eaux et forêts. Donc, ils nous ont accompagnés par rapport à la disponibilité même des plans. Donc, ils ont donné des recommandations, ce que nous allons faire ensemble avec les étudiants. Les espèces d'arbres plantés sont ornementales et ombragées. Ici, il y a 3 espèces d'arbres qui sont plantés ici, que sont le Delonix regia, Rostenea regia et le Ficus benjamina. Les étudiants ont pris l'engagement pour assurer le suivi et l'entretien des arbres.
Donc voilà, pour le suivi en tant que club environnement, bien vrai avec l'accompagnement de l'autorité compétente, nous comptons vraiment prendre en charge notre entière responsabilité pour le suivi de ces plantes, respecter les arrosages bien sûr et faire surtout le système de parrainage. Chaque étudiant a un arbre qu'il y verra pendant tout le processus de son développement. Les autorités du CROUS de Diamniadio ont pour ambition de faire de l'université Amadou Mahtar Mbow la plus verte du Sénégal. Environnement, toujours, le Sénégal a fait un grand bond en avant. Il occupe une bonne place dans la protection de la couche d'ozone, mais peut mieux faire selon des spécialistes. Et pour célébrer la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone, le département de Mbour a été choisi par le ministère de l'Environnement. Les détails avec Mountaga Kana. Le choix de la commune de Mbour pour fêter la journée mondiale pour la protection de la couche d'ozone n'est pas fortuit. Des efforts tendant à minimiser les émissions de gaz à effet de serre y sont consentis. Le choix de la commune de Mbour s'explique par les efforts qui sont entrepris ici au niveau du quai de pêche, avec la chambre froide qui a été installée et qui fonctionne avec le propane, qui est un fluide naturel qui permet de répondre à nos besoins en froid, mais qui ne détruit pas la couche d'ozone et ne crée pas justement le changement climatique. En plus de cela, cette chambre froide est alimentée avec de l'énergie solaire. Il soutient que le Sénégal reste un exemple dans la lutte contre la destruction de la couche d'ozone, mais ses efforts s'avèrent insuffisants. Le Sénégal est un des pays champions en matière de lutte contre la destruction de la couche d'ozone. Nous avons réussi à éliminer ce qu'on appelle les SAO, les substances qui appauvrissent la couche d'ozone depuis belle lurette. Nous avions adopté de nouveaux produits de substitution, mais malheureusement, comme vous le savez, ces produits sont de puissants gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. C'est ce qui explique cette levée de bouclier en collaboration avec les acteurs concernés. C'est pourquoi le travail que nous faisons aujourd'hui en collaboration avec les acteurs du secteur du froid, mais également avec le centre de référence que nous avons mis en place, consiste à éliminer progressivement ces substances pour non seulement lutter contre la destruction de la couche d'ozone, mais également contribuer à l'effort global de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine des changements climatiques. Les techniciens du froid qui ont été bien représentés dans cette journée tiennent à changer leur mode de travail pour adopter les nouvelles technologies qui sont à même de protéger la couche d'ozone. Une transition juste trouvée pour parler de la gestion des déchets solides, comment outiller les acteurs des collectivités territoriales. Le Promojet, en collaboration avec l'AMS, Association des maires du Sénégal, organise un atelier de formation en ce sens, un atelier qui s'inscrit dans le cadre du dialogue des parties prenantes à la dynamique participative et inclusive des élus territoriaux. Ibrahima Diagne, DG Promojet, et Omar Ba, président de l'AMS, Association des maires du Sénégal. Les réactions au micro de El Hadj Malick Cissé. Nous sommes dans la dynamique Sénégal zéro déchet. Et à cela, il est nécessaire d'avoir un levier stratégique. Et ce levier stratégique va être traduit par un projet, une loi d'orientation qui va permettre de définir les orientations, mais aussi les principes de gestion durable des déchets. Donc on se félicite vraiment des conclusions de cet atelier entre le Promojet et l'Association des maires du Sénégal qui nous ouvre quand même des perspectives très ambitieuses mais des perspectives encourageantes aussi. Cet atelier ouvrira d'autres sessions de travail qui vont permettre d'approfondir sur le partenariat attendu entre l'État et les collectivités territoriales dans la gestion des déchets. C'est une compétence qui est transférée, mais les maires ont rappelé quand même que présentement les communes n'ont pas toutes les capacités financières, techniques, logistiques pour assurer quand même la plénitude de cette compétence. Raison pour laquelle l'État qui déjà appuie ce dispositif doit être conforté dans ce mécanisme d'appui et qui permettra au terme des échanges de définir quand même les moyens et les voies et moyens pour quand même un partenariat fructueux et durable. Aujourd'hui, la réflexion de ce matin
a permis en tout cas d'évaluer les difficultés que les collectivités locales ont rencontrées dans la gestion des ordures, mais surtout de réfléchir sur des stratégies d'implication et de responsabilisation supplémentaire des collectivités territoriales dans la gestion des ordures. Je pense que la gestion des ordures est une question de proximité. Et tout ce qui est de proximité, pour être efficace dans sa bonne gestion, il faut le confier aux collectivités territoriales. Nous avons entamé le processus. Il y aura un deuxième atelier qui va suivre où on va approfondir tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Ensuite, même du point de vue de la législation, on doit pouvoir donc définir une loi d'orientation. Nous avons donné nos suggestions. On va encore approfondir cette réflexion et je pense que nous nous félicitons en tout cas de cette initiative. Nous félicitons le Promojet pour avoir initié en tout cas cette rencontre d'une importance particulière. Je vous l'annonçais dans les titres, c'était un mardi 2 décembre 2003. Le professeur Mamadou Ndoye, chirurgien, réussissait le coup de maître qui consistait à séparer pour une première fois dans l'histoire de la médecine sénégalaise des jumelles siamoises Adama et Awa, devenues aujourd'hui de jeunes dames pleines de vie, racontent avec leur mère Koumba Niang ce pan de leur vécu. Aïssatou Kane, Augustin Mandan se sont rendus à Yoff, Dagoudan. Reportage. Dans cette humble demeure, les murs nus cachent un trésor. Les sœurs Adama et Awa. À notre rencontre, toutes les hypothèses s'envolent. On ne devine en rien que ces deux jeunes femmes, pétillantes de joie, partageaient jadis un destin extraordinaire en tant que siamoises. 9 mois de grossesse sans visite prénatale et c'est seulement à la naissance que Koumba Niang, leur mère, découvre le miracle dans son ventre, des jumelles siamoises. Comme accouchement, j'ai accouché normalement, mais quand ils sont sortis, les bébés, j'ai vu 2 têtes et j'ai été choquée. On m'a dit que ce sont des siamoises et c'est à ce moment-là que j'ai eu des vertiges. Tout juste 3 jours après la naissance des sœurs siamoises, une équipe chirurgicale de l'hôpital Dantec a réalisé un exploit médical. Ils ont réussi à séparer délicatement le foie fusionné, à réparer le sternum, une partie du diaphragme et l'intestin grêle qui les reliait. Après leur opération, on m'a permis d'entrer en réanimation. J'ai vu l'une sur le lit et l'autre dans la couveuse. En les regardant, je me suis dit que j'allais en perdre une. 20 ans ont passé et les filles ont bien grandi. À l'âge de 13 ans, elles ont finalement découvert ce qu'elles étaient à leur naissance. La nouvelle a été bouleversante. Un chapitre inattendu de leur parcours. C'est mon père qui nous avait montré les archives. Cette période était éprouvante, car mon père était également malade à ce moment-là. Malheureusement, il est décédé 2 mois plus tard, dans mes bras. À l'adolescence, rien ne trahit leur souffrance. Pourtant, elles portent en silence les cicatrices invisibles de cette chirurgie. On évite de laver notre ventre par peur de se blesser. C'est souvent douloureux. On ne peut pas s'asseoir normalement. On doit utiliser une chaise ou un tabouret pour manger. Afin de soutenir leur mère dans le besoin, ces filles ont sacrifié leurs études pour plonger déjà dans le monde du travail. Les études étaient difficiles, alors j'ai arrêté pour trouver du travail. Tout ce que je gagnais, je le remettais à ma mère. Notre dîner devenait notre petit déjeuner le lendemain. Aujourd'hui, je travaille à l'hôpital, mais on me paie seulement 20 000 francs par mois. Main dans la main, Adama et Awa nous rappellent que l'amour familial est un
pilier inébranlable. Main dans la main, elle nous laisse avec un message d'espoir et de résilience. C'est tout cas à la rencontre des sœurs jumelles siamoises Adama et Awa à Yoff d'Agoudana. Santé toujours, arrondissement de Dabo dans la région de Kolda. La population plaide pour l'érection de son poste de santé en centre de santé. La structure sanitaire souffre de plusieurs maux. Du coup, la prise en charge des malades est très difficile sur place. Kolda, la correspondance de Seydou Diatta. Nous sommes au poste de santé de Dabo. Cette ambulance positionnée à cet endroit annonce une évacuation sanitaire sur Kolda à près de 60 km. En cette période de l'année, les malades arrivent de partout et les urgences s'accumulent. Du point de vue géographique, Dabo est au centre, ce qui fait qu'on reçoit beaucoup de malades venant même de notre hors-zone. Notre premier motif de consultation en cette période, c'est le paludisme et les infections respiratoires aiguës, chez les enfants surtout. Donc, si on a un cas grave, un cas qui nécessite d'être évacué au niveau de l'hôpital régional, la commune de Dabo dispose d'une ambulance. La structure est quotidiennement dépassée par sa capacité d'accueil et manque énormément de spécialistes. L'érection de ce poste en centre de santé devient du coup une surpriorité. Vu le nombre de malades qui viennent fréquenter la structure, des infirmiers, une sage-femme et des personnels communautaires. 3 matrones, 2 ASC, un dépositaire, un chauffeur. Nous avons une population globale de 10 538 habitants. Le ministère de la Santé pense à ériger le poste de santé de Dabo en un centre de santé. Département de Kolda, on a construit le centre de santé, c'est Kolda. Et nous sommes à quelques kilomètres de la frontière vers la Guinée-Bissau, vers Kumbakara. Il y a une trentaine de kilomètres de Médina Rufula, à 50 km de Kolda, 75 km de Vélingara. Donc c'est pourquoi il est impératif aujourd'hui d'avoir un second centre de santé ici à Dabo. C'est quelque chose déjà que j'ai porté à l'Assemblée depuis la première session. En attendant que les autorités sanitaires nous répondent à cette requête, ces journées de consultation gratuites sur initiative du député maire Idrissa Baldé restent l'unique solution. Il y a différents spécialistes qui sont venus, des chirurgiens viscéralistes, il y a des urologues, des pédiatres, ophtalmos même, et des médecins généralistes encore une fois dans l'équipe, sans oublier bien évidemment les paramédicaux. Vous savez, quand on est élu local, on doit être proche des populations. Et quand on est proche des populations, on sent ce que vivent les populations, les difficultés que les populations vivent. Et c'est pourquoi j'ai trouvé certaines spécialités qui sont très rares dans la région de Kolda et j'essaie d'organiser ces 2 journées. Parce que la saison des pluies, c'est un moment très difficile chez nous. Il y a beaucoup de maladies, les populations n'ont pas assez de moyens. L'initiative est saluée par tous, certes, mais tous ceux qui sont référés à Kolda n'auront certainement pas la possibilité de faire le suivi. L'enclavement et la crise économique sont entre autres les principales causes. Seydou Diatta au chapitre de la politique tournée dans le département de Tivaouane du leader des FDS, les Guelwaars. Après avoir fait cette région du Sénégal, Dr Babacar Diop parle de son programme pour l'élection présidentielle de février 2024. Une fois à la tête de la magistrature, davantage les secteurs de la pêche et de l'agriculture. Sur place, correspondance signée Isidore Alexandre Sena. À Ngaïmekhe, les forces démocratiques du Sénégal, les Guelwaars s'engagent à faire de l'artisanat une véritable économie. Avec eux, je me suis engagé à faire de Ngaïmekhe la capitale de l'artisanat, à moderniser ce secteur qui constitue un potentiel extraordinaire pour le pays, à bâtir un modèle mékhé et comme le Marocain, et c'est possible, je me suis engagé. Babacar Diop n'a pas occulté les secteurs de la pêche, de l'agriculture, mais surtout du maraîchage. L'édile de Thiès a fait un tour à Fass-Boye, Notto-Gouye-Diama, entre autres localités. La pêche pouvait nourrir plus de 600 000 familles. Et aujourd'hui, ce secteur est menacé. Et menacé par quoi? Est menacé par la pêche industrielle. Et je pense que je me suis engagé à réformer le secteur, à revoir les contrats de pêche pour protéger ce secteur, pour protéger la pêche artisanale. Et me voici aussi à Notto-Gouye-Diama pour échanger avec les agriculteurs. Et dans mon programme, je veux faire de la zone des Niayes la capitale du maraîchage. Et cette zone a un potentiel extraordinaire.
Derrière, il y a plus de 1500 hectares non aménagés et qui ne demandent que de l'eau. Mais avant, il faut passer le cap des parrainages. FDS, les Guelwaars disent détenir les cartes. J'ai le dispositif nécessaire et donc pour bien préparer ce parrainage et on est à l'aise et on pourra bien passer ce premier filtre pour nous imposer comme un candidat crédible pour gagner la prochaine présidentielle au Sénégal. Après sa tournée dans les régions de l'intérieur du pays, le leader de FDS, les Guelwaars, a fait un périple de 4 jours dans le département de Tivaouane, un département fortement agricole et minier. Isidore Alexandre Sen, et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.